Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une conférence sur le sujet les maladies de la région maxillofaciale et les maladies de la gencive et du parodontal. Aussi, je vais vous demander de ne pas oublier de vous inscrire à notre chat. Commençons. Le parodonte du grec para qui signifie accueil et odontos qui signifie dent et l'assemblée des tissus de soutien de dents. Black en 1877 année a d'abord utilisé ce terme avec un sens différent pour désigner le desmodonte. Puis il a été communément utilisé lorsque l'American Academy of Periodontology fut fondée en 1914. Mais le concept moderne de la parodonte en tant que système fonctionnel n'apparaît pas qu'en 9121 année avec Vesky. De plus, la structure du parodonte permet d'amortir les forces exercées sur les dents, qui peuvent correspondre à une charge de 40 kg lorsqu'on monte vigoureusement. Les racines sont inclusées dans les alvéoles dentaires. La partie de l'os maxillaire supérieur ou inférieur comprenant ces alvéoles est appelée processus alvéolaire. Les parties tissulaires assurant la fixation des dents dans les alvéoles et constituant le parodonte sont le processus alvéolaire, le sément, le ligament alvéolo-dentaire, desmodonte ou périodonte et la gencive. Le sément retrouve la carine du collet à l'apex. Les fibres desmodontales sont soudées au sément et l'os alvéolaire. La fonction première du sément est donc d'assurer la fixation de la dent dans l'alvéole. Le ligament alvéolo-dentaire est principalement constitué de fibres conjonctives qui relient l'os alvéolaire au sément. Ces fibres pénètrent dans la couche osseuse compacte de la paroi alvéolaire. Les dents ne sont donc pas soudées à l'os alvéolaire, mais rattachées par des fibres conjonctives dans les alvéoles. Cette articulation permet de transformer la pression de la charge exercée lorsqu'on morte ou mastique une charge de traction. Outre les fibres conjonctives, le ligament alvéolo-dentaire est constitué d'un dense réseau de vaisseaux sanguins qui, d'une part, alimentent les cellules du sément et des tissus conjonctifs et d'autre part, atténuent la pression exercée au cours de la mastication. Enfin, le ligament alvéolo-dentaire est également innervé par des fibres nerveuses qui transmettent aux dents de la sensation de pression ou de contact. Les alvéoles dentaires sont inclusés dans le processus alvéolaire des maxillaires. Dans un parodonte sain, ces os débutent à 1 à 2 mm environ en dessous de la jonction amélo-cémentaire. La structure de la gencive et de la muqueuse buccale.
Les gencives recouvrent partiellement de la région du collet dentaire ainsi que la partie supérieure du processus alvéolaire. Dans la zone interdentaire, les points de la gencive interdentaire forment une papille interdentaire. Les gencives libres ou marginales est une mince bandelette ondulée de largeur régulière, parallèle au col dentaire. Sa largeur est d'environ 1,5 à 2,5 mm. La gencive marginale est reliée, entre autres, aux semaines à l'os alvéolaire par des fibres conjonctives. La tache épithéliale ou épithélium de jonction assure l'adhérence de la gencive marginale. Attache de la gencive à l'os alvéolaire et au semen. Entre la surface de la dent et la gencive à l'os alvéolaire, dedans et la gencive marginale se trouve un sillon gingival de 1 à 2 mm de profondeur, appelé sulcus. Il est irrégulier par le liquide tissulaire et salivaire. Si une sonde parodontale mesure une profondeur du sulcus séchal ou supérieure à 3 mm, on parlait de bouche gingivale. Elle doit être traitée pour prévenir un déchaussement. La tache épithéliale entoure le collet dentaire. Elle constitue la base du sulcus ou de la poche parodontale et adhère la dent. Elle isole l'os du milieu buccal sceptique. Contrairement à la gencive marginale, la gencive fixe ou gencive adhérente d'une largeur de 1 à 9 mm est solidement attachée à l'os alvéolaire. Elle est de couleur rose pâle et présente un aspect mat et granité. Cette granulation est générée par la traction des faisceaux de fibres conjonctives au niveau de la partie inférieure qui assure la fixation sur la périoste du processus alvéolaire sur le semen. Cette attache est suffisamment solide pour résister aux forces externes lorsqu'on mord ou mastique. Au niveau de la jonction muco-gingivale, la gencive attachée fait place à la muqueuse du processus alvéolaire. La parodonte a 4 fonctions principales. C'est les fonctions plastiques, mécaniques, protecteur et trophique. Classification des périodontites. La périodontite est causée par une infection ou un traumatisme des produits chimiques, y compris des médicaments. L'importance de l'infection dans le développement de la parodontite est très grande car elle provoque non seulement le développement de l'inflammation elle-même, mais rejoint également d'autres facteurs pathogènes. Le rôle principal est joué par la Streptococcus. D'autres représentants de la flore microbienne de la cavité buccale sont de moindre importance. Les voies d'infection sont différentes, intradentale et extradentale. La voie intradentale descendante est la plus fréquente. Le développement de la périodontite est précédé d'une pulpite. La voie extradentale peut être inconstante depuis le tissu environnant et moins souvent sédentant, lymphogène ou hématogène.
Selon la localisation de l'inflammation dans la parodonte, on distinguait la parodontite apicale et marginale, gingivale. En fonction de l'étape, les périodontites peuvent être aiguës, chroniques et chroniques avec exacerbation. Manifestation clinique de périodontite aiguë. C'est la douleur douloureuse dans une certaine baie, c'est-à-dire douleur locale par opposition à la pulpite. Augmentation de la douleur à la percussion, sensation d'allongement de la dent affectée, symptômes d'une dent développée, souvent avec parodontite porcelaine, œdème collatéral des tissus mous du visage et hyperémie des gencives d'une dent malade. La périodontite apicale aiguë peut être sérose et purulente. La périodontite sérose aiguë apicale. Avec une hyperémie sérose inflammatoire de tissus dans les zones de l'apex de la dent, dans la zone de l'apex, leur œdème avec infiltration de leucocytes neutrophiles individuels. Très rapidement, l'exudate séreux devient purulent. Résultat de la parodontite séreuse aiguë. C'est la récupération pendant le traitement ou en précède d'une sortie d'exudate de la zone parodontale. Parodontite purulente. À l'issue de la fusion purulente du tissu, un abcès aigu ou une infiltration purulente diffuse du tissu périapical peut se former avec la transition du processus vers l'alvéole dentaire, la gencive et les plis de transition. Dans le même temps, dans les tissus mous de la joue, un pli de transition du palais régional de la dent affectée, une inflammation séreuse périfocale avec œdème tissulaire sévère, appelée flux paroli, peut se développer. Un processus aigu dans le parodonte peut durer de 2 à 3 jours à 2 semaines et se terminer par une guérison ou une transition vers une forme chronique. Sur la descente schématique, les voies possibles de propagation de l'exudate sont indiquées en noir. À travers le canal radiculaire, le parodonte, les canaux osseux sous le périos. Résultat. Dans le cas grave, l'inflammation purulente du périodontite peut se propager au périoste, puis à la moelle osseuse du processus alvéolaire. Une périostite se produit. Le développement d'une ostéomyélite du trou est possible. Les ganglions lymphatiques régionaux peuvent être impliqués dans le processus. La parodontite purulente des dents de la mâchoire supérieure projetée dans les sinus maxillaires peut être compliquée par le développement du sinusite purulente. La périodontite apicale chronique est d'autres types, granulose, granulomatose et fibrose. Granulose périodontite apicale. Avec la périodontite granuleuse dans les zones de l'apex de la dent, on note la formation du tissu de granulation avec plus ou moins d'infiltration par les neutrophiles. Il peut y avoir une résorption ostéoclastique de la plaque compacte des alvéoles, du ciment
et parfois de la dentine de la racine de la dent affectée. Des passages fistuleux pouvaient se former dans les gencives à travers lesquels du pus est périodiquement sécrété. Avec la périodontite granulomatose, une capsule fibreuse est formée le long de la périphérie de l'accumulation périapicale du tissu de granulation, qui adhère étroitement au tissu entourant l'apex de la dent. Cette variante de la parodontite granulomatose est appelée granulome simple. Parmi la prolifération cellulaire, les fibroblastes, les macrophages superdominants, il y a des lymphocytes, du plasma, des cellules de xanthome, des cristaux de cholestérol, parfois des cellules géantes du type cellules de corps étranger. Le tissu osseux du processus alvéolaire correspondant à l'éplacement du granulome subit une résorption avec une exacerbation de l'inflammation. Le granulome peut s'infecter. La variante la plus courante de la périodontite granulomatose est un granulome complexe ou épithélial. Sa différence avec un granulome simple est que des brines d'épithélium squamose stratifiées s'y formées pénétrant dans les tissus de granulation. L'origine de l'épithélium dans le granulome est associée à la prolifération des restes d'épithélium endotogène et l'hôte de malasse. La troisième variante de la périodontite granulomatose est le cystogranulome. Morphogénétiquement, il est associé au granulome épithélial et une cavité avec une doublure épithéliale. La formation de cystogranulome est associée à des processus de séparation dystrophique et nécrobiotique dans les tissus de granulation. Le cystogranulome peut avoir un diamètre moins de 1 cm. Une évolution ultérieure du cystogranulome conduit à la formation d'une kyste radiculaire de la mâchoire. La périodontite fibreuse est le résultat d'une périodontite granuleux causée par la maturation du tissu de granulation et l'absence d'exacerbation du processus. Tous les types de périodontite apicale chronique peuvent être exacerbés et suppurés. Dans le cas grave, l'inflammation purulente du parodontite peut se propager au périoste, puis à la moelle osseuse du processus alvéolaire. Une périostite se produit le développement d'une ostéomyélite du trou est possible. Les ganglions lymphatiques régionaux peuvent être impliqués dans le processus. La parodontite purulente de la mâchoire supérieure, projetée dans le sino maxillaire, peut être compliquée par le développement d'une sinusite purulente. Les maladies parodontales. Parodonte, c'est le gencive. Parodonte, tissu osseux des alvéoles dentaires. La gingivite est une inflammation de gencive causée par l'effet défavorable de facteurs locaux et généraux, et ce déroulant sans violer l'intégrité de la jonction parodontale. En ce qui concerne la gingivite hypertrophique,
On distinguait le niveau de croissance des tissus mous jusqu'à un tiers, jusqu'à un demi et plus d'un demi dans le tour de la couronne dentaire. La forme d'hypertrophie est également indiquée au dématose et fibrose. La parodontite est une inflammation du tissu parodontaux caractérisée par une destruction progressive du parodonte et de l'os du processus alvéolaire de mâchoire. La gravité du processus, légèrement lourde, est déterminée par les tableaux cliniques et radiologiques. Son critère principal est le niveau de destruction du tissu osseux du processus alvéolaire. En pratique, il est déterminé par la profondeur des poches parodontales. Un groupe indépendant de maladies parodontales a été identifié forme agressive de la parodontite, prépubère, juvénile, à évolution rapide. La parodontose est lésion dégénérative du parodonte. Sa particularité est l'absence d'inflammation de la marge gingivale et l'absence de poche parodontale. Maladie idiopathique avec lisse progressive des tissus parodontaux, parodontolyse. C'est syndrome de Papillon-Lefèvre, neutropénie, c'est hémoglobinémie, diabète sucré non composé et autres maladies. Maladie parodontale, c'est tumeur et maladie de type tumoral et polyfibromatose. La gingivite. La gingivite, c'est une inflammation de la muqueuse gingivale sans compromettre l'intégrité de la jonction parodontale. Elle peut être locale et généralisée, aiguë et chronique. Par la nature de changement, les formes suivantes de gingivite sont distinguées. Catarrhale, ulcéreuse, hypertrophique. Selon l'implication des parties de gencive dans le processus inflammatoire, elles se distinguent légère lorsque la gencive interdentaire papille est affectée et séparée lorsque non seulement la papille est affectée, mais également les parties marginales et alvéolaires de gencive. Les formes catarrhale et ulcéreuse de la gingivite ont une évolution aiguë et chronique, hypertrophique seulement chronique, bien qu'elle soit précédée d'une inflammation catarrhale. Dans la gingivite chronique, hypertrophique, en plus d'une infiltration massive du tissu gingival avec des lymphocytes et des plasmacytes, il existe une prolifération concomitante de fibres de collagène et de cellules épithéliales tegumentaires avec des symptômes d'hyperkératose et d'acanthose. Lors d'une exacerbation, en plus de l'apparition de leucocytes neutrophiles dans l'infiltrate et des accumulations de mastocytes sont trouvées. Étiologie et pathogénèse. Les micro-organismes, en particulier les associations streptococciques de la plaque dentaire, sont le principal facteur de développement de la gingivite. La survenue d'une gingivite locale, lésion d'une ou plusieurs dents
est associée à un traumatisme mécanique, physique ou chimique de gencive. La gingivite généralisée survient en règle générale avec diverses maladies de genèse infectieuses, métaboliques et endocriniennes chez les enfants et les jeunes. Sur cette diapositive, vous pouvez voir des cas de situations profondément négligées, gingivite hypertrophique et nécrosane ulcéreuse. Les photos de micro-préparation présentées montrent l'image classique de la gingivite hypertrophique chronique. On peut observer une hyperplasie prononcée de l'épithélium squameux stratifié avec une acanthose prononcée et une hyperkératose. Odème tissulaire également prononcé, prolifération de fibres de collagène et infiltration inflammatoire diffuse. Complications et résultats. La gingivite locale aiguë, si la cause qui l'a provoquée est éliminée, peut entraîner une guérison. La gingivite aiguë généralisée avec l'élimination de la maladie dont il s'agit d'une complication disparaît également généralement. La gingivite chronique catarrhale, ulcéreuse et hypertrophique est souvent la précurseur de la parodontite. La parodontite est une inflammation du parodonte avec destruction ultérieure du parodonte, du tissu osseux, d'éclosion dentaire avec formation de poches gingivales et parodontales. Selon la prévalence du processus, on distingue la parodontite locale et généralisée. La parodontite locale peut être aiguë et chronique, survient chez les personnes de tout âge. La parodontite généralisée et chronique avec exacerbation survient chez les personnes de plus de 30 à 40 ans, bien que le début de son développement tombe à un plus jeune âge. En fonction de la profondeur de la couche parodontale formée, on distinguait un degré de parodontite légère, jusqu'à 3,5 mm moyenne, jusqu'à 5 mm et sévère, plus de 5 mm. L'histoire de l'étude des causes et des mécanismes de maladies parodontales d'origine diverse, y compris inflammatoires, remontent en plusieurs décennies. Des théories de la pathogénèse de ces maladies vasculaires, neurogènes, auto-immunes ont été créées qui n'ont cependant pas révélé tous les aspects de leur développement. Il est probablement plus correct de parler de l'importance d'un certain nombre de facteurs locaux et généraux dans l'étiologie et la pathogénèse de maladies parodontales, y compris la parodontite. Les facteurs locaux comprennent des anomalies d'occlusion et de développement des dents, un comportement et dystonie, des anomalies dans le développement des tissus mous de la cavité buccale, vestibule peu profonde, frein court des lèvres, mauvaise fixation. Les facteurs communs
sont représentés par un certain nombre de maladies de fond. Système endocrinien, diabète sucré, maladie d'Étienne-Cushing, maladie des organes génitaux, nerveux, oligophénie, maladie rhumatismale, maladie digestive, ulcère gastro-duodénal, hépatite chronique, cardiovasculaire, par exemple athérosclérose, hypertension système, maladie métabolique, carence en vitamines. La combinaison de facteurs locaux et généraux crée des conditions pour les effets pathogènes des associations de micro-organismes de la plaque dentaire ou du tartare qui déterminent le développement de la gingivite et le stade initial de la parodontite. Dans le même temps, il y a des changements dans la quantité et la qualité, viscosité, activité bactéricide de la salive et du liquide buccal, dont dépend la formation de la plaque dentaire et du tartre. La microangiopathie d'origine diverse reflétant la nature de la maladie de fond, facteurs généraux, qui est associée à une augmentation de l'époxy, une altération du trophisme et de régénération tissulaire, y compris les tissus parodontaux, et d'une importance absolue dans le développement de la parodontite. Au stade de changement prononcé, la destruction du tissu osso-parodontal est associée à une inflammation dans laquelle de nombreuses substances biologiquement activées se forment. Ce sont principalement des enzymes lysosomales, des leucocytes polymorphonucléaires et des médiateurs des cellules effectrices du système immunitaire. En conclusion, il convient de noter que pour la forme locale de parodontite, les facteurs locaux sont de la plus grande importance. Et pour les facteurs généraux associés à des facteurs locaux. Le processus commence par une inflammation de gencive et une gingivite catarrhale ou hypertrophie chronique. Dans la lumière des cellules gingivales, des accumulations importantes de masse basophiles lâchées sont observées, formant une plaque supra- et sous-gingivale dans laquelle des accumulations de microbes, de cellules épithéliales desquamées, de détritus amorphes et de leucocytes peuvent être distingués. En plus de la plaque dentaire, on trouve également du tartre. L'épithélium des gencives marginales présentant des symptômes de dystrophie par ballonnier et de nécrose mal régénérée est remplacé par l'épithélium oral. Dans les tissus conjonctifs de gencives, le phénomène de gonflement muqueux et fibrinoïde se développe. Une vascularité se produit. L'inflammation affecte également la partie alvéolaire de la gencive. À la suite de l'inflammation de gencive, l'articulation parodontale puis le légement circulaire de la dent sont détruits. La poche parodontale se forme. Les microbes et leurs toxines pénètrent dans l'espace parodontal.
où commence également le processus inflammatoire. L'écart parodontal s'élargit déjà à un stade précoce de la parodontite. Des signes de résorption osseuse sont trouvés dans les tissus osseux parodontal, axillaire, lacunaire et lisse. Le type de résorption le plus courant est la résorption osseuse lacunaire qui commence à partir de la région du bord, crête, des alvéoles dentaires et se traduit par l'apparition d'ostéoclastes situés dans les lacunes. Cela conduit à une résorption horizontale de la crête du pays. Avec la résorption verticale, les ostéoclastes et les foyers de résorption sont situés par la longée du septum interdentaire du côté parodontal. Dans le même temps, la résorption lacunaire des trabécules osseuses s'est produite dans les courbes d'os de la mâchoire, ce qui conduit à l'expansion des espaces médulaires. Une poche parodontale est formée. La poche parodontale est remplie d'une masse sans structure contenant des colonies microbiennes, des débris alimentaires et un grand nombre de leucocytes détruits. Avec l'excarcération de la maladie, la profondeur de la poche augmentée et le degré de parodontite est déterminé par son degré. La paroi externe de la poche et son fond sont formés par un tissu de granulation recouvert et imprégné de brins d'épithélium squameux stratifié. Dans ce cas, l'épithélium atteint l'apex de la dent. Le tissu de granulation contient de nombreux neutrophiles, plasmocytes, macrophages et lymphocytes. Dans la poche, en particulier lors des exacerbations de la maladie, du pus est libéré, pioré alvéolaire. Au fil du temps, l'ostéoporose se développe dans les processus alvéolaires de mâchoire qui sont très bien définis au rayon X. La parodontose est une maladie parodontale chronique de nature dystrophique primaire. Il survient dans 14 à 5% de toutes les maladies parodontales, souvent associées à des lésions de tissu dur de la dent de la nature non cariose. Érosion de l'émail, défaut informé de couronne. La cause de la parodontose n'est pas claire. Le contexte de son développement est la même maladie que dans les parodontites. La parodontose est caractérisée par une rétraction des gencives avec exposition du cou, puis de la racine de la dent sans gingivite et parodontite antérieure. Le processus se développe le plus souvent dans le domaine des incisives et des canines. Dans les tissus osseux des alvéoles, il y a un retard dans le changement des structures osseuses. Un épaississement des trabécules, une augmentation de la ligne de collagène de ostéome suivie d'une perte de la structure osseuse habituelle, des foyers
d'ébornation alternée avec des foyers d'ostéoporose. La résorption osseuse lisse prouvée. Ces changements sont combinés à des dommages à la microvascularisation sous forme de sclérose et dialyse des parois des microvaisseaux avec rétrécissement de la lumière ou son oblitération complète. Le réseau capillaire est réduit. Des changements dystrophiques dans les tissus conjonctifs sont notés. Selon Danielewski, le développement de parodontose s'est distingué. Le degré initial est asymptomatique. Les gencives sont denses, indolores, ne saignent pas. Une légère exposition du cou est possible sur certaines dents. Radiographie. Ostéoporose mineure de la substance spongieuse des apais des septa interalvéolaires. Premier degré, démangeaison, douleur dans les gencives, sensibilité accrue des dents à divers irritants, gencives pâles, denses, atrophie des papilles gingivales, exposition du col de dents de 1,5 mm. Radiographie, résorption des cloisons interalvéolaires à 1/3 de leur hauteur. Deuxième degré, c'est exposition de la racine de la dent à 5-6 mm. L'apparition de défauts informés de points sur les faces avant des dents est possible. Radiographie, résorption uniforme des cloisons alvéolaires de 3 de leur hauteur. Troisième degré, les cours sont nus de 5-8 mm, mais les dents pourraient être immobilisées ou en mobilité pathologique du stade 1-2. Radiographie, l'atrophie de l'os alvéolaire atteint 2 tiers de l'azoteur du septum ou plus. Les gencives sont atrophiques, s'adaptant érotiquement aux racines de la dent. La plaque microbienne n'est pas typique. Petite quantité de plaques dentaires. Il n'y a pas de poche parodontale. Exposition du cou de dent, puis de la racine de la dent atrophique uniforme du tissu osseux, des alvéoles dentaires et des gencives. Diminution de l'azoteur du septum osseux interdentaire, tout en préservant la plaque corticale. Dans les tissus osseux, foyer d'ostéoporose et d'ostéosclérose. Formation de défauts informels de points, occlusion traumatique modérément sévère. Ostéomyélite. L'ostéomyélite est une inflammation de la moelle osseuse des os de la mâchoire qui est plus souvent observée dans la mâchoire inférieure, respectivement aux molaires, avec une parodontite purulente progressive. L'ostéomyélite peut être aiguë et chronique. Il se développe en règle générale
Lorsque le corps est sensibilisé avec des antigènes bactériens, avec parodontite purulent, streptococcus, staphylococcus, pseudomonas aeruginosa, bacteria coli. Tout d'abord, une inflammation purulente des espaces médulaires du processus alvéolaire se développe, puis le corps de la mâchoire. Plus tard, en relation avec les thromboses de vaisseaux du lit microcirculatoire, des zones de nécrose du tissu osseux apparaissement ces zones sont rejetées et une séquestration osseuse se forme. Il est entouré d'exsudats purulents et se trouve dans la cavité dite séquestrale. Au cours de l'évolution chronique, le tissu de granulation se développe dans les tissus osseux préservés du côté interne de la cavité séquestrale. Une membrane pyogène apparaît qui sécrétait des leucocytes dans les cavités séquestrales. Dans les couches externes du tissu de granulation, le tissu conjonctif fibreux se développe, formant une capsule qui délimite la cavité séquestrale du tissu osseux. Dans ce cas, une fusion purulente de la capsule séquestrale de l'os et du périoste peut se produire, ce qui conduit à la formation d'une fistule qui sort dans la cavité buccale ou moins souvent dans la paume. Après la libération de la séquestration et l'élimination du peu, une régénération des plaques osseuses peut se produire, ce qui conduit au comblement du défaut fort. Merci pour votre attention, bonne journée et bonne santé. Au revoir.